Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. Une heure de débat autour de l'actualité économique et politique du jour pour solder la semaine. Tiens, on va reparler. On en reparlera encore la semaine prochaine d'ailleurs, parce que Mathieu Courtecuisse, le patron de SIA Partners, qui est un de ces cabinets de conseil félons, un de ces cabinets de conseil qui font l'actualité. Donc on va en reparler là quand même. On en avait parlé avec lui au tout début de cet épisode un peu irréel. On en avait parlé très très peu, donc là on va reprendre la discussion, et puis il y a évidemment énormément d'éléments autour de la politique et puis autour de la construction européenne, j'allais dire post-Ukraine, oui on peut le dire comme ça, post-Russie-Ukraine. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Clément Aura, le prof d'économie. Salut Clément. Salut Stéphane. Professeur d'économie à la Sorbonne et à Sciences Po. Et Erwan Lenohan. Salut Erwan. Salut. Associé Altermind. Est-ce que Altermind est un client de... Est-ce que l'État est un client d'Altermind? Non, pas de collectivité publique chez nous. Par principe? Au départ, plutôt. Et après, on a suffisamment à faire aujourd'hui avec... On est une petite équipe, on a suffisamment à faire avec des clients qui sont des entreprises. Donc la question c'est pas reposée depuis qu'au départ, on est parti avec des entreprises privées. Mais effectivement, on s'est dit que travailler avec les collectivités publiques, c'était d'abord source de complexité administrative. Les dossiers d'appel d'offres sont généralement très volumineux. C'était potentiellement source d'ennuis médiatiques, parce que travailler pour l'État, c'est toujours il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Et nos missions nous conduisent plutôt à travailler, nous conduisent à travailler exclusivement avec des entreprises aujourd'hui. Bon, démarrons avec ça là. Alors, question très ouverte. Qu'est-ce que vous pensez de cette politique? Je le disais très rapidement. Donc, il se trouve que Mathieu Courtecuisse, patron de SIA Partners, l'une des belles histoires de croissance française sur ces cabinets de conseil. On en avait parlé ensemble il y a, je sais pas, 3 semaines, un mois. Mais bon, voilà, il nous expliquait d'ailleurs très simplement qu'il était assez fier, lui, de travailler pour l'État, assez fier de participer à la modernisation de l'appareil de l'État. Je crois que ni lui ni moi, en tout cas moi, on ne pensait pas que l'histoire allait prendre de telles proportions. Donc, je ne sais pas, question très ouverte, et puis après on ira dans quelques détails, mais comment est-ce que tu juges le truc? Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux sujets. Il y a vraiment le sujet de la légalité et le sujet on va dire parfois de la moralité. Sur la légalité, je ne suis pas procureur, et de toute façon, à ma connaissance, le parquet n'a pas ouvert d'enquête, et a priori, il n'y a aucun problème. Ah non, il n'y a pas de la légalité pénal. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit Macron. Oui, mais dans la campagne, certains opposants essayent de sous-entendre qu'il y aurait un délit quelconque qui pourrait être commis. Mais a priori, c'est pas du tout le cas, et à mon avis, le gouvernement est très serein là-dessus. Et après, la question qui est peut-être plus intéressante, la question de fond, qui est: est-ce que l'État peut recourir à des cabinets de conseil? Moi, je ne suis pas du tout choqué par ça, sachant qu'il faut bien avoir en tête qu'il y a quand même en cours une réforme de la haute fonction publique qui vise quand même à supprimer un certain nombre de corps d'inspection. Elle est passée en partie inaperçue, parce qu'on s'est beaucoup concentré sur la suppression de l'ENA et sa transformation en un institut national du service public, mais il y a une suppression d'un certain nombre de corps d'inspection. C'est vrai dans l'éducation nationale, avec la suppression de l'inspection générale au 1er janvier 2023. C'est vrai de certains autres corps, la préfectorale et d'autres, qui ont déjà été supprimés. Et l'idée, c'est quand même de fluidifier la haute fonction publique, de la réduire également. Et c'est pas inopportun, dans ce cadre-là, de joindre des cabinets d'experts qui ont un regard extérieur. C'est quoi? Je suis pas au courant du tout de cette histoire-là. Ça m'intéresse. De la suppression des grands corps. Oui, des corps en particulier d'inspection. Oui. Mais dans le mot inspection, c'est pas du tout le même sens que celui que j'y mets moi, c'est-à-dire des gens qui inspectent ce que font les autres. Alors, dans chaque ministère, quasiment, il y a une inspection générale qui est en charge, non pas d'une mission de contrôle au sens strict, mais d'une mission de conseil. C'est comme l'inspection générale des finances, qu'on connaît plus de noms, l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, pour le ministère des Solidarités et de la Santé, l'inspection générale de l'administration pour le ministère de l'Intérieur, l'IGN pour le ministère de l'Éducation nationale. Par exemple, les recommandations sur la politique éducative, c'est l'inspection générale de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui les formule. Et ces corps-là sont progressivement supprimés. Déjà, un certain nombre ont été supprimés. Donc, ça ne veut pas dire que les postes disparaissent complètement. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de départ des fonctionnaires. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'emploi à vie de ces fonctionnaires qui pouvaient avant entrer dans ce corps et faire toute leur carrière
en gravissant les échelons à l'ancienneté dans ces corps-là. Ça, ce n'est déjà plus possible pour un certain nombre d'inspections et ce ne sera plus du tout possible normalement en 2023, et c'est remplacé par des emplois fonctionnels. Donc c'est le gouvernement qui nomme ces hauts fonctionnaires pour des durées déterminées. L'objectif est également de réduire le volume. Et c'est vrai, notamment, y compris donc pour la à un moment, par exemple, tu prends pour la préfectorale, par exemple. Tu prends Inspection générale de l'éducation nationale. Donc à un moment, tu dis il faut repenser, j'en sais rien, l'enseignement des mathématiques. Et donc tu vas prendre effectivement, tu vas créer en fait un petit cabinet de conseil public, celui-là, avec un certain nombre de ces hauts fonctionnaires. Voilà, et pour trouver une solution. Exactement. Et l'idée, c'est d'inciter quand même également à ce qui est à la fois une meilleure productivité et aussi une meilleure courroie de transmission entre le pouvoir politique et la décision, parce que les inspections étant relativement puissantes, le principal problème, c'est que les inspections, quand vous êtes nommé à vie, peuvent bloquer un certain nombre de décisions. Et c'était vrai dans l'éducation nationale. À partir du moment où un inspecteur général est nommé à vie, qu'est-ce que peut bien faire le ministre si l'inspection générale n'applique pas la politique pour laquelle le gouvernement et le président, en l'occurrence, a été élu? T'as raison. Il y a un problème politique, je trouve, de la transmission de la décision publique qui se posait avec les inspections relativement puissantes dans un certain nombre de ministères. Et c'est vrai en particulier dans l'éducation nationale. Donc c'est vrai sur les universités, c'est vrai sur... C'est très intéressant, très intéressant. Ouais, c'est ce que je dirais. Voilà. Donc ça ne choque pas. Et juste une précision, on en avait parlé au moment du quoi qu'il en coûte, des récits quand même que j'ai eu moi assez précis, circonstanciés, de la façon dont Bruno Le Maire a dû tordre le bras de, alors pour le coup, l'inspection générale des finances qu'elle on connaît, pour qu'elle mette en place ce quoi qu'il en coûte qui était à l'inverse de tout ce que elle avait toujours fait depuis des décennies, et notamment cette fameuse phrase d'assumer l'effet d'aubaine. Oui. Donc, oui, tout à fait. Et c'est vrai du préfet qui ne peut plus commencer sa carrière de sous-préfet et être sûr d'être préfet jusqu'à la fin. La fonction de préfet existe toujours, mais c'est une nomination et plus un corps. Voilà. Très intéressant. Erwan? Je vais rejoindre assez ce qu'a dit Clément. Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a une polémique, puis un sujet de fond. La polémique, elle est double. Attends, reste sur le sujet de fond et puis après on ira sur la polémique. Alors, mais reste sur le sujet de fond. De à quoi ça sert un cabinet de conseil? Alors, il y a à quoi ça sert un cabinet de conseil, d'une part, et il y a eu pas mal de tribunes qui ont été publiées. Jean-Charles Simon, Olivier Babot ont signé quelques papiers dans les Échos pour l'expliquer. Et ils le disent très bien. Une administration comme une entreprise a des moments, des besoins ponctuels pour lesquels elle a besoin d'une mission de conseil. Et alors, à partir de là, il y a quand même un sujet de réforme de l'État et de management public, parce que tout ce qu'évoque Clément, ça pose la question du management public. Comment se fait-il qu'on ait pu voir se développer des inspections qui éventuellement sont des points de résistance plutôt que des points de conseil et d'aide dans les administrations? Comment se fait-il aussi qu'on ait une administration qui soit pléthorique aujourd'hui, et qu'on ait besoin de faire appel à des conseils externes? Forcément. Mais pas quand tu as des inspections qui sont censées avoir ce rôle. Orange a des effectifs pléthoriques, t'as besoin d'un regard extérieur. C'est ton job. Non mais oui. T'as besoin d'un regard extérieur pour te transformer. Tu peux pas te transformer toi-même, c'est pas possible. Non mais ça, je suis d'accord. Je te dis pas il faut aucun. Mon point n'est pas de dire qu'il faut aucun conseil externe. Mon point, c'est de dire c'est pas logique d'avoir à la fois du conseil externe et des administrations qui n'ont pas bougé. D'ailleurs, parce que les réformes, elles viennent d'être engagées. Les réformes, les gens, ils sont pas partis, ils sont encore en poste. Ils vont pas être, il y aura pas de nouveau recrutement. Il n'est pas normal d'avoir besoin à la fois de conseils externes et d'avoir aussi peu de transformation publique. Et donc là, moi, je pense que c'est là où il y a un vrai sujet de fond. Ça, mais qui n'a rien à voir avec la polémique actuelle, qui est une question de et au contraire, je suis assez d'accord que le fait que les conseils externes peuvent aider à le résoudre, parce qu'en étant extérieurs, ils peuvent aider à comprendre, à déconstruire, à dégonfler, à déconstruire la machine qui a créé le problème, et apporter un regard extérieur. Mais là, mais aujourd'hui, c'est pas, aujourd'hui, c'est la polémique qui prévaut, et uniquement la polémique. Mais elle est intéressante quand même, la polémique, parce que tiens, on va regarder. Tu citais Jean-Charles Simon, on va regarder, parce que c'est vrai qu'il vient nous voir régulièrement et il fait de cette histoire un de ses chevaux de bataille, et il a envoyé là un graphe qui est peut-être le plus intéressant finalement de tous. Donc, source Commission des finances, d'après les données de la Fédération européenne des associations de conseil en organisation.
et Eurostat. Et en fait, la France, donc ce qui est intéressant, c'est achat de conseils rapporté aux dépenses de personnel, par exemple. Hein. La France, 0,27%, quand l'Autriche est à 1,37%, le Danemark, 1,47%, enfin voilà. Et sinon, montant des dépenses publiques en conseil, là, c'est du brut en milliards d'euros. Donc on est, nous, sur ce fameux 900 millions. Alors il y a 814 millions, en l'occurrence, sur le chiffre. Donc le Sénat dit c'est quasiment 1 milliard. Les Anglais sont à 2,5 milliards quand même. Bon, voilà. Les Allemands sont à 3,5 milliards. Enfin, on est vraiment, pour le coup, dans des niveaux comparables, voire inférieurs à ce que font les autres pays européens. Donc ça, c'est un point à noter. Pardon, on a là la conjonction on a une période électorale, hein, je pense que ça n'aura échappé à personne, et que ça n'est pas pour rien dans le fait que cette polémique éclate maintenant. Moi, je pense que ça, et on a un cocktail parfait pour la polémique. Parce que ça rejoint la défiance vis-à-vis de l'État et la question de l'efficacité de l'État. On voit bien que c'est posé dans le débat, mal, mais c'est posé dans le débat. Ça rejoint. On a la revanche vis-à-vis de Macron, vis-à-vis du gouvernement. Tout le monde, il y a beaucoup qui se pressent. Je voyais des députés d'opposition qui font des tweets, sont des partis censés ne pas être populistes et qui font des tweets mais carrément populistes, en mode c'est la République des copains qui s'en met plein les poches. Enfin, oui, alors c'est ça, quand même complètement dingue. Pour préciser, parce que il se trouve que un certain nombre de consultants de McKinsey avaient accompagné Emmanuel Macron dans sa campagne électorale en 2017. Donc on dit que c'est un renvoi d'ascenseur, sachant que, et ça aussi juste je le précise, c'est juste pour vous donner des arguments si vous êtes pris dans un déjeuner, dans un dîner, McKinsey n'a que 1% de l'ensemble de ce milliard. Hein. Attention, c'est-à-dire que le truc est très éclaté. Il y a 20 000 cabinets, parce qu'il y a beaucoup de dépenses IT, donc de petits cabinets Exactement. De maintenance informatique. Il y a 20 000 cabinets qui sont concernés par l'ensemble de cette affaire. Et puis, il y a, en plus, se rajoute à ça, je pense, ça donne l'occasion à une partie des gens de prendre en revanche, je disais, sur Macron. Parce que est lié avec McKinsey, on sent bien l'influence. La mondialisation. Élite mondialisée, voilà. Technocratique, hors sol, etc. Plus les aéroports. L'aspect financier ou fiscal qui vient rajouter là-dessus la petite touche complète. On a tout là. On a tout pour que de rien, on fasse une polémique à 10 jours avant l'élection présidentielle. Clément, sur la polémique elle-même. Et puis je pense, pour compléter ce que dit Erwan, qu'ils n'avaient pas grand-chose pour attaquer Emmanuel Macron. Donc là, ils ont enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Donc de leur point de vue, quand même, ceux qui attaquent, c'est quand même, à quelques exceptions près, ils étaient quand même en très très mauvaise posture. Et voilà, ils ont une opportunité, une fenêtre politique pour attaquer Emmanuel Macron sur un sujet où en plus... Globalement, comme dans toute polémique, les gens vont pas aller trop regarder dans le détail. C'est assez facile d'attaquer et de faire des anathèmes sur ce type y compris, polémique. Moi je tiens à le dire quand même, y compris mes confrères. C'est-à-dire que là, j'ai remarqué en écoutant les interviews notamment, tu touches du doigt, ce qui est un sujet qui m'intéresse évidemment énormément, tu touches du doigt la méconnaissance fondamentale des journalistes généralistes, non pas tant de l'économie que du fonctionnement des entreprises, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est qu'un compte d'exploitation, qu'un compte de résultat? Qu'est-ce que c'est qu'une transformation structurelle? Ils n'en savent rien, en fait, ou du moins pas grand-chose. Et donc, ils ont beaucoup de mal à affiner leur questionnement. Autant ils peuvent affiner leur questionnement sur les sujets d'identité nationale, enfin des choses comme ça. Autant là, j'ai remarqué, ils ont beaucoup de mal à affiner le questionnement. Et une détestation relative de l'argent, en disant que dès qu'il y a de l'argent, de toute façon, c'est sale. Donc là, s'il y a quand même près d'1 milliard d'euros, ça peut pas être clean dans la tête de beaucoup de gens. Alors tout le monde, voilà. 1 milliard d'euros, y compris pour des... tu sais, les cabinets qui s'occupent de maintenance informatique, pour le coup, c'est une galaxie de PME qui sont alors au cœur des territoires et qui vont partout essayer, normalement, réparer les systèmes informatiques qui sont déficients. Voilà. Moi, je vous rejoins tout à fait. Après, je pense que la réponse du gouvernement est qu'ils ont quand même pas été très bons. Ils ont été nuls. Et la conférence de presse d'hier est une catastrophe. Voilà. Et la réponse consiste à dire ils ont qu'à aller au pénal, qui rappelle, moi je trouve un peu, ils ont qu'à venir me chercher. Ouais, tu as raison. Je comprends, il a raison, mais c'était ne pas percevoir. Je pense qu'ils n'ont pas perçu le potentiel polémique qu'il y avait et qu'ils ont probablement pas été très bons dans la manière dont ils ont répondu
à ça, et il laisse du coup les autres surfer, mais vraiment avec populisme aujourd'hui. Rajoutons quand même que ce qui, je crois, a déclenché l'espèce de deuxième vague autour de cette affaire qui prend une ampleur importante, c'est effectivement le sujet fiscal. Et là, oui, il y a un sujet. On est sur les frais de transfert. On verra. L'administration fiscale, visiblement, avait ouvert une enquête avant, d'ailleurs, les révélations autour de McKinsey. Et je vois ce pauvre Bruno Le Maire il a l'air désarmé. Il dit, mais bon Dieu, c'est toute notre action, justement, vers l'impôt mondial minimum, vers la réduction de ces frais de transfert, etc., pour que les entreprises payent l'impôt là où elles font du chiffre d'affaires, enfin, où elles font du profit. Et donc même ça, en fait, il n'arrive pas à rattraper le truc, quoi. Pour être plutôt provocateur, je dirais que c'est au contraire une excellente pub pour McKinsey. Ça veut dire qu'ils sont vraiment très bons, y compris en fiscal. Non, ils ont déconné. Mais non, ils utilisaient le droit. Moi, ça me choque pas. Très honnêtement, ça me choque pas. Justement, Erwan, si tu utilises le droit encore aujourd'hui, sans comprendre, ça oui, qu'en sous-jacent, tu vas te prendre un coup de règle sur les doigts, tu vois, voilà. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Non, mais ça, c'est C'était quoi la phrase juridiquement raison, moralement tort, quoi. Enfin, j'en sais rien. C'est vrai, mais enfin, quand même, on reste quand même dans un état de droit. Ce qui compte, c'est le droit, c'est pas la morale publique, surtout dans les matières économiques. Si les mecs ont fait quelque chose qui est dans les clous, ceux qui devraient se dire qu'ils sont merdés, c'est les législateurs. C'est qu'on mal conçu le droit. C'est pas les gens qui utilisent le droit à leur bénéfice. C'est en cours. C'est work in progress pour le coup. Voilà. Sans doute, McKinsey travaille-t-il d'ailleurs à conseiller ceux qui essayent de mettre en place l'impôt minimum mondial. Mais c'est work in progress. Non, ils ont déconné. Tu peux pas. Comme tu le dis toi-même, si tu travailles, la femme de César doit être irréprochable. Si tu travailles pour l'État, si tu travailles pour le chef de l'État, tu peux pas t'amuser à faire des trucs comme ça. Ils n'auraient pas dû payer zéro. Ils auraient dû au moins en laisser un peu. Ouais, putain, les frais de transfert à 2 balles, enfin c'est. Les marges que dégagent ces professions intellectuelles, en plus on les connaît, et c'est très très bien, ces gars sont des génies, c'est parfait, ils donnent de l'efficacité à l'ensemble des grandes entreprises. Mais non. Il y a du droit. Quand je remplis ma fiche d'impôt, on me dit que j'ai le droit à avoir un certain nombre de déductions. Je ne vais pas me dire moralement qu'est-ce que vont en penser les gens. Si le droit est là, c'est que je l'utilise. Après, si d'autres après veulent payer à ma place, il n'y a pas de problème. Mais moi, je trouve assez rationnel et sain que des gens qui ont un raisonnement économique ou qui gèrent des boîtes cherchent à maximiser Et moi, ce qui me surprend un peu, c'est quand même il y a beaucoup d'accusations dans cette campagne à l'égard du gouvernement de gens qui sont soit mis en examen, soit qui ont une enquête préliminaire du parquet, et par exemple pour les emplois fictifs au Parlement européen. Donc c'est quand même toujours un peu gênant, moi je trouve, quand on est soi-même dans le viseur et là de la justice, d'aller faire des reproches ensuite aux autres qui a priori ne le sont pas, en tout cas pas pour l'instant. Tu penses à Marine Le Pen, je sais plus où c'en est l'histoire. Mais il n'y avait pas que Marine Le Pen, l'extrême gauche aussi. Sur l'histoire du Parlement européen. Je rappelle quand même que même la France Insoumise, il y a eu on se souvient de la perquisition, c'est pas pour rien qu'il y a eu une perquisition du parquet dans les locaux de la France Insoumise et du domicile de son président. C'est moi, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il hurle là, ce pauvre flic là. Il n'y a pas que Marine Le Pen, pas du tout. Donc, bon. Extraordinaire d'ailleurs, le type reste tel un Bobby devant Westminster, là, il ne bouge pas. Ok. Alors juste petite séquence inflation, puisque comme on a un peu de temps, j'ai vu ça. Je vais vous montrer 2 graphes. Le premier, c'est parce que j'avais pas pris. Enfin, je le savais, mais vous allez voir la charge de la dette. Et on se rappelle, pour ceux qui l'avaient oublié, que l'agence France Trésor depuis maintenant plusieurs années. Voilà. Donc ça, c'est la charge de la dette. Vous voyez que ça remonte. Alors, c'est pas lié, ça va être à un moment lié à une forme de remontée des taux d'intérêt, mais là, c'est... Alors Clément, je ne sais pas si tu as le chiffre en tête, je crois que c'est à peu près 10% de la dette française, c'est ce que dit Denis Ferrand qui écrit ce tweet. 10% de la dette française est indexée sur l'inflation. Oui, moi j'avais en tête 12, mais oui, c'est à peu près ça. Ouais. Oui, des OATI, les obligations assimilables du Trésor, indexées sur l'inflation, donc c'est un risque, effectivement. Et là, ça nous rattrape. Oui, en même temps, c'est un volume relativement faible. Ouais. Soit 10 ou 12%, l'essentiel des adjudications de l'État se fait sans indexation sur l'inflation. Ouais. Donc. Et on va voir derrière donc le dernier des graphes que je vais vous montrer. Il était dans les Échos ce matin.
Alors, c'est impressionnant quand on le voit, mais en même temps, on se dit, bon, c'est quoi l'échelle? Non, c'est quand même... Donc ça, c'est les prévisions de Goldman Sachs sur l'inflation en zone euro. Et Goldman voit donc l'inflation en zone euro monter à 9% cet été, quoi. 9% au mois de juillet. Rester quand même bien élevé jusqu'à redescendre. Donc vous voyez la descente que vous voyez là, c'est janvier 2023. Voilà. Donc on se retrouve quand même... Donc 9% au mois de juillet. On est déjà... pas loin des 10% en Espagne, 7,5% en Allemagne. Nous, grâce au quoi qu'il en coûte énergétique, on limite le truc à autour de 4-5%. Clément, c'est... Oui, alors, moi, la première chose qui me vient à l'idée, c'est de dire... Enfin, c'est vraiment le décalage entre un certain nombre de prévisionnistes et la Banque Centrale Européenne, qui n'est pas du tout sur, pour l'instant, cette prévision-là. C'est la première chose qui me vient à l'idée. Peut-être qu'elle y viendra, puisque Christine Lagarde a laissé sous-entendre effectivement qu'il y aurait peut-être des prévisions un peu plus pessimistes sur l'inflation. Deuxième remarque qui me vient, c'est que ça m'évoque immédiatement la grande hétérogénéité quand même de la zone euro, avec toujours le même problème, une seule politique monétaire et des chocs asymétriques, y compris sur la convergence nominale qu'on croyait actée, une bonne fois pour toutes. Mais ben on se rend compte que non. Convergence nominale, traduis-moi convergence nominale. La convergence des niveaux d'inflation et des taux d'intérêt, qui est le fondement même du traité de Maastricht. Cette idée que normalement, le traité de Maastricht est fait pour que les pays aient le même niveau d'inflation, close but below 2%, et le même niveau de taux d'intérêt réel par conséquent. Bon, on se rend compte effectivement que ça ne va pas du tout être le cas. Et tu parlais de l'énergie. Oui, et tu parlais à l'instant des obligations du Trésor indexées sur l'inflation. À partir du moment où on a un taux d'inflation différent, le taux d'intérêt lui-même devient différent. Le taux d'intérêt réel devient différent. Ah bah oui. Et ça peut créer quand même des grosses divergences, puisque le taux d'intérêt il reste identique, le taux d'intérêt nominal il reste identique, mais avec des pays qui ont 5-6 points d'écart d'inflation entre eux, ça crée des divergences de charges d'endettement qui sont différentes. Ça rend la situation de la Banque Centrale Européenne difficile. Difficile. Et voilà, moi, troisième chose qui me vient quand même à l'idée, c'est de dire, pendant des années, les économistes se sont plaints qu'il n'y avait pas assez d'inflation. Et la plupart des travaux, alors les plus récents, que ce soit Blanchard, Laurence Boll, etc., trouvaient que le cible d'inflation optimale, c'était 4 à 5%. Donc il y a une sorte de consensus sur 4 à 5% pour retrouver un arbitrage inflation-chômage à la Philips, etc. Et là, maintenant qu'on y est, peut-être même un peu plus, mais maintenant on y est à 4 ou 5%. On n'entend que des critiques, y compris parfois des économistes eux-mêmes. Je pense à Larry Summers aux États-Unis, qui s'inquiétait de l'inflation alors que c'est le premier à avoir théorisé. Mais oui, mais elle est à plus de 10% aux États-Unis. Oui, d'accord, mais c'est ce fameux dentifrice sorti du tube là. Mais ils s'en inquiétaient avant qu'elle soit à 10%. Ouais. C'était déjà il y a un an quand oh là là, il va être à 4-5. Bah oui, mais si on veut qu'elle soit à 4-5. C'est ça. Et on peut même dire, et là je reprends, plus souvent de citer les mêmes économistes, mais Agnès Benassi-Kéré, qui disait quand même. Tout dépend de la manière dont on interprète l'inflation. Dans les traités européens, l'inflation, alors le 2% n'est pas du tout officiel, c'est une interprétation du traité. Et par ailleurs, si c'est un chiffre de moyen terme, on peut très bien dire on a eu des années à 0, là on va avoir des années plus élevées, et la moyenne sur 10 ans sera à peu près respectée à 3 ou 4% près. Voilà. Oui, sauf que c'est pas du tout comme ça que les Allemands voient le truc. Ah non, les Allemands ne voient pas comme ça. Mais les Allemands, ils ont une vision très singulière de l'inflation. En tout cas, c'est la leur. Bien sûr. Ils mettent une pression de malade sur la Banque Centrale Européenne pour que elle resserre. Mais ça fait des années qu'ils mettent une pression de malade, comme tu dis. Mais là, particulièrement forte. Mais de toute façon, les pauvres Allemands, moi, je dis toujours à mes étudiants, les pauvres Allemands quand même, ils ont signé Maastricht. Souvenez, il y avait un mot de Mitterrand, qui dans les mémoires que certains ont fait de lui, les biographies que certains ont fait de lui, qui disait le traité de Maastricht, on va réussir à clouer les mains des Allemands sur la table. Parce que ça sous-entendu, on va dire oui à tout ce qu'ils veulent et on va rien respecter après et ils pourront pas sortir de la zone euro. C'est un peu ce qui s'est passé parce que finalement, dans les critères de Maastricht, combien sont respectés ? Zéro. La dette, pas respecté, le déficit pas respecté, la convergence nominale, enfin le taux d'inflation faible, finalement pas respecté, la non-monétisation de la dette, en fait elle n'est pas vraiment respectée non plus, la solvabilité budgétaire, le fait de pouvoir prêter d'État en État, finalement on peut quand même le faire, on l'a vu avec la crise de la dette grecque, même si on sort des traités ponctuellement.
finalement, il reste plus grand-chose du traité de Maastricht. C'est pour ça que ça me fait toujours rire quand j'entends certains philosophes comme Michel Onfray dire « j'avais raison sur les présidents maastrichtiens ». Mais enfin, Maastricht, il n'y a rien qui est respecté dans le traité de Maastricht. Sur les 5 critères de convergence, il n'y en a aucun qui est respecté. Alors franchement, le pauvre traité de Maastricht, et puis d'ailleurs les autres, le TSCG, le PSC, enfin voilà. La dette, c'est 60%, hein. On est à 120 quand même. Oui. C'est pas un tout petit peu pas respecté qu'on n'est pas sur la ligne jaune. Là, et le déficit, c'est 3, mais c'est plus que ça. C'est toujours un peu technocratique, hein, Maastricht, mais c'est plus que 3. C'est 3 et on réduit d'un 20e par an. C'est des trucs et ce n'est pas respecté. Erwan, comment tu regardes ça? Moi, j'ai certainement pas la compétence économique de Clément. Ah mais c'est pour ça qu'il est là, vous êtes complémentaires, mon cher. Non, mais moi, ce que je regarde et ce sur quoi je m'interroge, c'est savoir quelles vont être les conséquences politiques et sociales de cette inflation. Parce que je rappelle que pour ceux qui ici circulent en voiture, le plein d'essence, c'est une fortune. Que les prix alimentaires commencent à croître, que la guerre en Ukraine n'aide rien en la matière, et que on a eu les gilets jaunes pour des questions d'inflation du prix de l'essence, et que là on a l'énergie, l'alimentation. Oui, mais c'est pour ça que là on est. Alors les calculs sont compliqués à faire, mais moi celui que je fais et je me donne la crédibilité, on est à pas loin de 40 milliards. En fait, on est à pas loin de 40 milliards. Qui sont lâchés sur bouclier électricité, bouclier sur le gaz, remise sur l'essence, et il faudrait rajouter presque le pognon que donne Total, parce que Total fait quand même des remises aujourd'hui, si tu vas faire le plein dans leur... Enfin voilà, donc c'est pour ça justement qu'on essaye de limiter la casse. Exactement. Mais ça, vraiment, c'est une question, parce que je n'ai pas les compétences pour répondre. Ça tient combien de temps? On peut tenir combien de temps en déversant énormément d'argent avec des gens qui payent? C'est calibré pour tenir jusqu'en juillet. Mais au moment où, si je crois Goldman, le pic d'inflation sera au sommet, donc il faudra en remettre encore. Quand on discute avec des spécialistes de l'opinion, des gens y compris du côté dans la police, etc., ils te disent qu'il y a une tension sociale qui est extraordinairement forte, et y compris des soutiens du président disent que le mandat qui vient, s'il est réélu, va être extraordinairement difficile socialement. Tu rajoutes à ça l'inflation. Moi, vraiment, je regarde ça avec inquiet, mais sans avoir les éléments de réponse, que c'est pas dans mes compétences, mais inquiet pour me dire comment est-ce qu'on peut tenir longtemps cette équation de tension sociale sur laquelle vient s'ajouter l'inflation, compensé en partie par la dépense publique, alors qu'on a par ailleurs des enjeux. Certes, on ne respecte pas Maastricht, mais on a des enjeux de finances publiques qui ne sont pas moindres quand même. Le déficit, la dette, la gestion de l'État. Juste pour donner un ordre de grandeur quand même, parce qu'il n'est pas perçu. Le quoi qu'il en coûte, le quoi qu'il en coûte Covid. On a mis énormément de choses dans le quoi qu'il en coûte Covid. On y met les garanties pour les prêts bancaires, etc. Quand tu regardes la dépense budgétaire nette de l'État sur l'année 2020, c'est 49 milliards d'euros. On n'est pas très très loin de refaire là, pour cette bosse d'inflation, ce qu'a coûté le quoi qu'il en coûte. Alors c'est sur 2 années, 49 milliards 2020, 49 milliards 2021, mais on n'est pas très très loin d'une année en fait de chômage partiel et l'ensemble de ce qui a été mis en place de dons aux entreprises, voilà, on va le dire comme ça. C'est très impressionnant. Non, mais ça te donne, c'est très impressionnant, dans un contexte où la Banque Centrale Européenne ne peut plus ou va avoir beaucoup de mal à remettre en place un programme d'achat d'actifs pour rendre tout cela possible et faire redescendre les taux d'intérêt. Oui, d'une certaine déjà, la vraie question, même avant le quantitative easing, c'est le taux d'intérêt directeur. Pour l'instant, il est toujours à 0 depuis mars 2016. La Réserve fédérale l'a augmenté un tout petit peu, Mais quand même, la principale contrainte, il ne faut pas qu'on l'oublie, et c'est la raison pour laquelle quand même les banques centraux sont très prudents sur les hausses de taux d'intérêt, c'est le risque de crise financière. On sait tous la relation inverse qu'il y a entre le taux d'intérêt et le prix d'une obligation. Donc si vous remontez le taux d'intérêt, vous faites effondrer le prix des obligations, vous créez une bulle obligataire, et une bulle obligataire qui est gigantesque. Ce serait la plus grande crise financière que personne n'ait jamais connue, parce qu'on a acheté tellement d'obligations avec la monnaie qui a été créée ou avec la base monétaire qui a été attribuée aux banques, sur des obligations publiques ou privées d'ailleurs, qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une crise financière qui serait liée cette fois-ci non plus à une crise immobilière, mais à une crise obligataire. Donc, à cause de ce lien inverse entre le taux d'intérêt et le prix des obligations, on ne peut pas trop le remonter. Et les banquiers centraux, avant qu'il y ait cet épisode d'inflation, disaient on le remontera très peu sur 10-15 ans. Voilà. Donc, de toute façon,
ils sont coincés. Ils ne pourront jamais le remonter. Même s'il y a un énorme pic d'inflation, ils ne pourront pas le remonter comme ça s'est fait pour la Fed en 2006-2007. Ça, c'est plus possible à cause des émissions d'obligations. C'est très clair. J'allais juste dire que là, tout de suite, je suis moins inquiet. Tu vois. Si en Oui, plus on se là. mais non, il faut ajouter parce que ça. Il y a l'instabilité financière qui est derrière. Parce que j'aime bien, tu expliques parfaitement les choses. C'est une inflation liée à l'énergie. La politique monétaire, c'est pas une inflation liée à un surplus d'activité que la politique monétaire viendrait calmer. Tu remontes les taux d'intérêt, ça ne changera rien au cours du gaz. Non, c'est ça en plus le truc, quoi. Oui. Oui, c'est une sorte de. Et néanmoins, les Allemands vont vouloir que. Bon. Oui, mais les Allemands, ils sont plus tellement écoutés. À la BCE, les pauvres. Ta démonstration sur Maastricht est très intéressante. On marque une pause, les gars. On repart, les amis. Tu voulais rajouter un truc sur... non, deux éléments, alors là encore, très intéressants. D'abord, la pagaille RSA. J'ai regardé, il faut aller essayer de savoir ce que Emmanuel Macron veut faire avec le RSA. Vous n'en savez rien. Une activité obligatoire, pas obligatoire, un emploi, pas un emploi, etc. Je le disais il y a 2 jours, Clément, c'est un de ces exemples de bug entre la science économique, qui, de manière à peu près unanime, dit faire bosser un gars qui n'a jamais bossé, inventer des activités artificielles qu'il faut en plus contrôler, oui. Ça ne sert à rien. Et puis une population qui, assez majoritairement, trouve que oui, il faut une compensation au RSA. Je ne sais pas, peut-être que tu évoques l'article dans Les Échos de Pierre Cahuc, qui a été donc un grand spécialiste. L'ensemble de ceux qui, économistes comme toi, viennent sur ce plateau et qui disent tous, ça sert à rien. Alors, je ne suis pas spécialiste du marché du travail, mais c'est vrai que les économistes spécialistes de la question, et je pense à Pierre Cahuc notamment, qui est assez connu et qui a publié il y a quelques jours, juste après l'annonce d'Emmanuel Macron de ce projet de mesure, un article dans Les Échos où il dit de droite ou de gauche, les économistes trouvent que c'est inefficace comme mesure. Oui, il y a une vraie divergence. Et en même temps, on avait eu ce débat-là avec ce qu'avait dit Tesmar et Landier, déjà sur l'immigration. Ce débat-là, il se pose tout le temps. Et moi, je trouve, mais c'est normalement comme ça en démocratie. Tu veux dire entre l'opinion, entre la société et les économistes? Oui, je dirais même entre le politique et l'économiste. Ouais. Et c'est pas parce que les économistes ont le regard de l'économiste qui va dire alors c'est inefficace ou ça n'a aucun effet ou on ne peut pas le percevoir que l'homme politique, lui, ne peut pas orienter une certaine vision. Parce qu'il n'y a pas que la science économique, il n'y a pas que l'économie à prendre en compte. Et par exemple, si on considère que dans l'opinion, il y a ce sentiment néfaste, presque vénéneux d'assistanat, si l'homme politique considère que c'est un risque et qu'il faut absolument montrer qu'on ne peut pas percevoir de l'argent sans travailler, alors, même si l'économiste dit que c'est inefficace, c'est aux politiques, en démocratie, de prendre la décision. C'est comme McKinsey, tu vois. Exactement. Et comme ils ont le droit de le faire, mais il ne faut pas le faire parce que derrière, le retour de flamme peut être dévastateur. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais ce qui est vrai, c'est que moi, je relisais tout à l'heure les papiers de Julien Damon, qui est un spécialiste des questions sociales auquel je fais totalement confiance. Et quand je n'ai parlé avec lui, il me dit en réalité, c'est pas juste. C'est infaisable. C'est infaisable en réalité. En pratique, c'est infaisable. Je crois qu'il avait lu, il dit qu'il faudrait trouver 1 million d'équivalents temps plein, quelque chose comme ça. Donc je sais plus, mais c'est énorme. Tu as 2 millions d'allocataires au RSA. Ouais. Donc si tu en exclus effectivement la moitié parce que mère célibataire, parce que maladie de longue durée, parce que voilà, en gros, tu t'en exclus la moitié. Effectivement, il reste 1 million de personnes et tu peux effectivement penser. Allez, on va dire qu'il faut un agent pour en accompagner 2. Allez, tu vois là. Mais c'est des centaines de milliers de personnes. Mais sachant qu'il y a eu, si je ne me trompe pas, un rapport de la Cour des comptes en début d'année sur le sujet du RSA en disant ce qui pêche, c'est pas le revenu, c'est la partie accompagnement. Où on est très, 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 très mauvais. Mais bien sûr. Bon. Après, là où je suis tout à fait d'accord avec Clément, il y a le conseil politique des économiques ou quel qu'il soit, et la décision politique sont 2 champs différents. Je pense que cette cristallisation sur le RSA est révélatrice de quelque chose de plus large qu'une crise de l'État-providence où, pour le dire de manière très schématique, les Français ou les électeurs, et alors, caricature, mais ont l'impression qu'il y a des gens qui en profitent et qu'eux, ils triment, mais ils n'y arrivent pas. Ouais. Et c'est vrai du RSA, c'est vrai de plein d'autres sujets. Et ils se disent, en plus, si on réforme des choses, si on réforme quelques allocations, moi je vais en perdre et je vais pas savoir ce que je vais gagner. Donc je marque bout sur ce que j'ai, je dénonce, je regarde les autres en disant eux ils foutent rien, c'est pas normal. Et il y a là un problème qui
qui se cristallise sur le RSA, mais qui est, à mon sens, bien plus large et qui est la question, au fond, de l'efficacité de l'État-providence, de l'efficacité de l'action publique un peu plus large, sur lesquelles il y a probablement besoin de conseils. Mais c'est la même chose même sur l'immigration, avec le débat sur les allocations et sur l'ouverture aux étrangers, ou disons aux non-français, des allocations dites non contributives. Et ce débat-là, il se cristallise sur tous les points. Et ce débat, tu sais, t'étais pas né, Clément. Ah oui, bon, ça j'imagine. Ce débat, non, mais c'est le bruit et l'odeur. Oui, c'est la bien phrase sûr. de Chirac, c'est quelle année, 94, quelque chose comme ça. Ah, j'étais né. T'étais né. Donc, qui donnera effectivement Oui. cet extrait tristement célèbre autour du bruit et de l'odeur. Il ne parle que de ça, effectivement. Qui gagne 50 000 francs. Et le Français qui voit sur le palier en face de lui, l'étranger qui gagne. Mais c'est ce que dit. Il dit 50 000 francs de prestations C'est sociales. ce que dit Éric Zemmour aujourd'hui. Bien quasiment entendu, mot sans pour mot. travailler. Mot pour mot. Après, il ne faut pas non plus se mentir. Hein. C'est pas la situation majoritaire, ni même, mais il y a des cas que tout le monde connaît. Moi, j'habite dans une ville où il y a 60% de logements sociaux, beaucoup de problèmes sociaux. Il y a des cas que tout le monde connaît, de gens qui bénéficient de logements sociaux alors qu'ils ne devraient pas en avoir, Bien sûr. de gens qui, tu vois, et c'est ça. Mais le problème, c'est que quand tu as ça qui existe, que tu as des cas d'abus, et que par ailleurs, toi, tu vas payer ton plein à plein pot et que tu te prends une amende parce que tu t'es mal garé 5 minutes, ben, c'est du raisonnement très basique, mais moi je suis convaincu que c'est ce genre, c'est ce cocktail-là qui entretient le populisme. Au bout de 7 ans, un tiers seulement des bénéficiaires du RSA en sont sortis. Donc oui, il y a un sujet, incontestablement. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on est même vraiment fait pour en sortir durablement ? Bien sûr, il y a la logique de l'activité, le revenu de solidarité active, mais quand même, le RSA, il vient pour beaucoup de gens après l'épuisement des assurances chômage. Donc c'est une forme de revenu minimum. Mais c'est ça, c'est une sorte de revenu minimum qu'on a voulu moins garanti en disant il faut qu'il y ait quand même une incitation à l'activité, mais c'est quand même un revenu minimum, le RSA, faut pas se mentir là-dessus. Dividende salarié. Alors, Erwan, je vais te lire, j'ai adoré. Donc, alors, dividende salarié, on en a pas mal parlé ici, on en a parlé avec... Alors, une fois encore, je suis obligé de le dire, parce que j'ai une immense admiration, je peux le dire comme ça, pour Thibault Langsade, le boulot qu'il a fait à la tête de Jouve, Lumines, récompensé d'ailleurs dans notre cérémonie des héros, avec l'entreprise du futur la semaine dernière. Vous pouvez aller voir ça, ou vous pourrez voir ça ce week-end. Voilà, ce sera diffusé ce week-end. Et donc, il a cette histoire de dividende salarié qu'on retrouve donc, tu le dis Erwan, dans les programmes de Valérie Pécresse et d'Emmanuel Macron. L'idée étant d'une obligation d'avoir un système de partage du profit vers les salariés, autre que le salaire, qui est quand même le premier des systèmes de partage du profit, si on veut verser des dividendes aux actionnaires. Et donc, alors non, parce que c'est bien écrit, donc je te cite, voilà. Derrière donc cette histoire, il y a toujours cette idée que les entreprises ne sont pas assez responsables et intelligentes pour récompenser leurs salariés. Il faut dès lors les surveiller comme des enfants, car vicieuses et viciées, elles seraient naturellement portées à se détourner de la raison qu'incarne et formule spontanément l'État, par miracle et par magie. Mais c'est chouette. C'est vraiment ce point-là, c'est-à-dire que ce qu'il veut avec cette histoire. C'est ce point-là que je conteste fortement dans cette réforme. L'idée, évidemment, tout ce qui consiste à dire qu'il faut encourager l'intéressement, aider les entreprises, et les entreprises s'en saisissent déjà en réalité. Mais là, en faire quelque chose d'obligatoire, où l'État vient en fait expliquer aux entreprises comment elles doivent être gérées, c'est la grande confusion. D'ailleurs, moi, à l'issue de cette tribune, il y a un député LR, Julien Aubert, qui m'a retweeté en disant en gros, vous n'avez rien compris. Dès lors qu'une entreprise touche une aide de l'État, il est normal que l'État puisse décider de la façon dont la valeur est répartie dans l'entreprise. En gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'à partir du moment où une entreprise touche une aide, l'État peut se substituer à son propriétaire actionnaire ou au management. D'ailleurs, l'aide correspond à une forme de nationalisation, en fait. Il y a une espèce de confusion totale entre ce que doit être l'entreprise, quel peut être le rôle de l'État, comment il peut encourager, inciter, mais pas se mettre à la place des gestionnaires. Chacun son boulot. Et l'entreprise qui gère mal,
honnêtement, elle dure pas. Elle ne réussit pas. L'entreprise qui n'est pas capable d'associer ses salariés à la réussite d'une manière ou d'une autre, elle ne dure pas. Sauf que ça prend cette histoire. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas avoir un discours rationnel, mais derrière, tu as quand même et Thibault Langsad, c'est pas un gauchiste, quoi, tu vois. Le gars, il est ancien vice-président du MEDEF en charge des TPE et des PME. Oui. Après... Mais c'est un peu ce que disait Clément tout à l'heure. Quand tu vas au bout de ce pourquoi il a fait émerger ce sujet, eh ben, c'est pour essayer de réduire les tensions, en fait, politiques, sociétales, comme on dit, autour du capitalisme, du dividende et de l'ensemble de ces sujets. Non, mais non seulement il est au MEDEF, mais il est plutôt libéral. Tout le monde au MEDEF n'est pas libéral. Hein. Mais, oui, libéral à la française, c'est-à-dire rentier à partir du moment où c'est moi qui ai le pouvoir. Non, mais je ne suis pas jusque-là non plus. Mais si, tu peux. C'est la logique. Honnêtement, moi, je pense que ce qui motive la logique des politiques qui reprennent cette décision, c'est de se dire il faut qu'on trouve des mesures pour le pouvoir d'achat. On n'a pas la moindre idée, l'État n'y arrive pas. La vraie réforme, enfin la vraie piste, ça serait de promettre de la croissance, de la compétitivité, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Eh ben, on va aller prendre l'argent où il est, on va obliger les gens, les entreprises, à redonner leur argent parce que au fond, nous, ça ne nous coûte rien et ça va même nous rapporter des voix. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'exemple même d'une mesure populiste, facile, de réponse au pouvoir d'achat dans le cadre d'une élection. Clément ? Oui, moi, à titre personnel, je pense que l'intéressement est beaucoup plus intéressant. Même si peut-être que la loi Pacte, on pourrait encore la prolonger, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui ont été faites dans l'intéressement. Oui, tout à fait. Notamment une baisse de ce fameux forfait social. Alors peut-être que baisse importante des prélèvements. Après, peut-être que de toute façon, dans l'imaginaire collectif, tout ça est similaire. C'est-à-dire que dividendes salariés, intéressement... Effectivement, l'idée derrière, c'est de dire les salariés vont immédiatement bénéficier d'une augmentation du résultat en cas de période de prospérité. Encore faut-il qu'il y ait du résultat. Voilà. Donc mais voilà, je pense que après le mot dividende salarié, il est toujours un peu curieux parce qu'effectivement on mélange. Enfin voilà, les mots ont un sens. En fait, je crois que le vrai débat derrière, c'est effectivement le partage de la valeur ajoutée et peut-être stable, bien sûr. Stable depuis 40 ans, Clément. Non, mais on est d'accord. Stable en France depuis 40 ans. Bien sûr. Entre eux, alors c'est l'État en fait qui a augmenté un petit peu sa part. Là, elle est en train de rebaisser, mais entre l'État, les salariés et les actionnaires. Non, bien sûr. Et j'allais dire peut-être pour certains, la question du partage du pouvoir dans l'entreprise. Ça me fait penser aux propositions de Thomas Piketty sur l'idée qu'il faudrait au moins 50% de salariés, de représentants des salariés dans les conseils d'administration. Donc ça, c'est un autre débat. Voilà. C'est ça. La question du pouvoir d'achat et la question du pouvoir dans l'entreprise, parce que peut-être que de la gouvernance d'entreprise aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on questionne tout le temps, mais est peut-être à repenser ou en tout cas peut-être modifier certaines choses, mais toujours pas avec les mêmes problèmes qu'on connaît, la faible syndicalisation en France, qui sait qu'on met dans les conseils d'administration quand on représente que 7% des salariés, c'est sûr, c'est pas... Voilà, donc une sorte de codétermination à l'allemande, mais avec les spécificités françaises qui est dur à trouver. Non, mais je suis tout à fait d'accord, il y a cette question de la gouvernance des entreprises qui se pose. Avec tout ce message, considère qu'en fait l'entreprise n'appartient pas vraiment à ses propriétaires. Non. Ce qui, à mon avis, mérite réflexion. Et puis après, ce qu'on oublie de dire, c'est que dans toute cette logique de répartition de la valeur ajoutée, il est pas inutile de rappeler que l'actionnaire il touche le dividende après que tout le monde a été servi. Le salarié, les fournisseurs, l'État. L'État, il sert avant. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un dividende d'État, je sais pas, ou une répartition comme ça et que l'actionnaire, donc non seulement il est servi en dernier, mais il a mis de l'argent et ça baisse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stabilité de son dividende à l'inverse du salaire. Donc il y a aussi des questions quand on incite les salariés à dire d'investir dans leur entreprise. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose et que l'intéressant, ça c'est une bonne chose. Mais il y a l'inconvénient de se dire si tu mets toute ton épargne dans un truc qui perd de sa valeur aussi, c'est pas non plus idéal. Tu as acheté la maison à côté de ton entreprise. Tu vas mettre ton épargne dans les fonds de ton entreprise. Si effectivement l'entreprise se casse la gueule, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, tu le vois dans les dernières, dans un certain nombre de négociations salariales. Je voudrais pas dire de bêtises, donc je vais pas citer les entreprises, mais il y a eu 2-3 grosses entreprises industrielles qui ont essayé de mettre en avant des primes de participation très importantes pour essayer de limiter les hausses de salaire.
avec l'idée finalement, les gars, ça va être moins imposé, moins chargé, on a tous à y gagner. Et les syndicats refusent, les salariés. Et en ça, je pense qu'ils ont parfaitement raison, ne veulent pas entendre parler de ça. C'est pas la même chose. C'est pas soumis aux mêmes cotisations sociales. Ça ne donne pas droit aux mêmes droits, comme disait l'autre. Donc, moi, je suis même pas sûr. Cette histoire d'intéressement, de participation, il y a une forme d'inanimité autour de ça. C'est effectivement une manière d'essayer de résoudre notre fracture entre salaire brut et salaire net, qui est une vraie fracture en France. C'est aussi très dubitatif sur c'est aussi une manière pour les entreprises d'inciter les salariés. Enfin, d'inciter les salariés, mais si ça se fait au détriment du salaire, dans un pays comme la France... Et c'est ce que disent certains syndicats d'ailleurs. Si ça se fait au détriment des augmentations de salaire pérennes... bien sûr. Et de la retraite. Et surtout chargé. Mais oui, voilà, c'est ça. Augmentation de salaire, chargé, cotisé, qui donne droit à du salaire différé derrière. Oui, il nous reste une petite dizaine de minutes. Je voulais savoir comment tu regardais, Erwan, le sujet des Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, les gars qui sont dans la tempête là autour de la Russie. Je regarde ça avec beaucoup d'intérêt et puis beaucoup d'interrogations, très honnêtement. Je n'ai pas de solution miracle à recommander. C'est extrêmement complexe. On a des entreprises qui ont des activités là-bas, qui ont, comme ils le disent très bien, même les dirigeants des entreprises, ils ont des salariés, ils ont un engagement vis-à-vis de leurs salariés, pas que vis-à-vis des consommateurs, ils ont vis-à-vis des salariés. Et en même temps, on est dans une situation ambiguë où en gros la Russie est considérée pas uniquement comme un pays dont dont on serait éloigné, c'est comme un ennemi. Sans être en guerre avec elle, parce que ça n'est pas non plus, fort heureusement, on n'est pas en guerre avec la Russie, donc c'est pas juridiquement, je veux dire, c'est pas un ennemi. Et pourtant, on la traite comme un ennemi. Mais ça pose plein de questions aussi pour des entreprises russes en France. Il y a cette question de ces entreprises russes que le gouvernement n'arrive pas à vendre parce qu'il y a plein de questions de juridiques. On peut pas racheter une entreprise d'un russe qui est sous sanction. Mais c'est aujourd'hui, je pense que c'est des situations qui sont extrêmement complexes pour les dirigeants. Que peut-être ils ont peut-être pas là pour le donner quelques chiffres. Auchan, c'est 10% de son activité qui se fait en Russie, c'est 30 000 personnes et 40% de ces 30 000 personnes sont actionnaires d'Auchan Russie. Decathlon, donc, qui lui a décidé de partir, c'est 2500 personnes. Pourquoi Decathlon a décidé de partir? C'est le groupe Auchan d'ailleurs. C'est le groupe Auchan, mais pourquoi est-ce qu'ils partent? Parce qu'en fait ils importent de Chine et ils payent en dollars. Et donc, en fait, Decathlon en Russie, comme ils le disent assez joliment, était en train de rouler sur la ligne jaune des sanctions. C'est-à-dire payer en dollars un fournisseur chinois, même si toi... Donc, ils préfèrent partir. Et puis, on a Société Générale. C'est 10% de ses effectifs totaux qui sont en Russie. C'est 12 000 salariés. Voilà. Après, tu as des cabinets d'avocats, par exemple, qui ont fermé. Ils ont quitté la Russie. Mais ils n'ont pas des milliers, voire des dizaines de milliers de salariés, tu vois. C'est vrai. C'est le sujet. Non, mais c'est vrai. C'est là, il y a des gens qui sont engagés derrière. Et en même temps, c'est là où on rejoint le sujet sur lequel on n'était pas d'accord tout à l'heure, c'est que il y a un engagement, il y a une forme d'engagement politique ou moral, qui rattrape l'entreprise. C'est ça. Et toi, donc, tu le dis pas comme ça, mais tu penses que on peut pas rester, quoi. Je pense que, compte tenu de la situation face à un pays, si on considère que la Russie est un pays aujourd'hui ennemi, qui essaie de déstabiliser les régimes démocratiques occidentaux, qui a envahi un pays dont on est proche, voire presque allié, c'est quand même extrêmement problématique d'y être. Et après, je ne dis pas que la transition peut se faire facilement, mais c'est quand même compliqué de rester dans un pays avec lequel on est pas loin d'être dans une situation de... Oui, c'est vrai que ça rappelle... Alors là, le problème, c'est que c'est très brutal, effectivement. La transition, d'un coup, en quelques jours, semaines, elle doit se mettre en œuvre. Mais ça rappelle ce qui était déjà présent, ce qui a toujours été présent, par exemple, avec les embargos. C'est vrai qu'en Iran, par exemple, nos entreprises françaises, pendant des années, ont l'interdiction stricte d'y aller. Puis il y a eu, à l'aune des accords de Paris sur le nucléaire, une possibilité un peu accrue, on va dire, de certaines entreprises françaises. Par exemple, des entreprises là, c'était la pression américaine sur l'Iran. Oui, mais comme les échanges étant au dollar pour la majorité d'entre eux, de toute façon, quand les États-Unis mettent un embargo, c'est en fait énormément de pays qui, de fait, ne peuvent plus échanger. Tu sais qu'à l'époque, j'étais un peu copain avec le patron de la marque Peugeot, qui était investi en Iran. Du jour au lendemain, il ne pouvait même plus envoyer un mail.
Oui. C'est-à-dire même l'ensemble des gars qu'ils étaient obligés de laisser tomber en Iran. Et pourtant, ce n'était pas la guerre ouverte avec l'Iran non Non, plus. ils ne pouvaient même pas prendre le risque de leur dire salut les gars, j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Et c'est là où ces dirigeants n'ont pas complètement tort en disant il faut aussi que le politique nous dise quoi faire. Ouais, Parce que c'est là où ce que disait Clément tout à l'heure, c'est-à-dire à un moment, il y a les intérêts économiques. Et dans les démocraties, c'est le politique qui l'emporte au final. Et donc, il faut que le politique aussi... Oui. Mais je crois qu'en réalité, l'administration et le gouvernement est assez présent auprès d'un certain nombre de ces acteurs. Et puis on peut le dire, l'administration, enfin en l'occurrence Bruno Le Maire, c'est pas un reproche, hein, mais c'est un petit peu gouré sur Total par exemple. C'est-à-dire que très vite Pouyanné a été à Bercy, ils ont beaucoup discuté avec le maire, pour tout un tas de raisons qu'on n'a plus le temps de réexpliquer maintenant. Total s'est dit, c'est jouable, on peut continuer à rester. Et en fait, non, la pression était trop forte. Juste, il nous reste 2 minutes, Clément. L'histoire de payer le gaz en roubles, c'est un détail ou c'est pas un détail ? C'est juste pour essayer d'enrayer un tout petit peu la chute du rouble. Voilà, c'est ça. C'est pour soutenir sa monnaie. Hein. C'est ça. Si on est obligé d'acheter du rouble, donc de soutenir la devise, comme tu dis, ça évite la crise de change que connaît la Russie. Bon, voilà, c'est simplement une mais en mesure. même temps, tu contournes les sanctions si tu fais ça. Tu peux pas. Oui. Tu mets les pays ou les compagnies occidentales dans une situation impossible. Oui, et j'ai envie de dire en même temps, on peut très bien imaginer que les sanctions dépassent cette contrainte de la monnaie et considèrent que l'échange tout court, que ce soit en rouble ou en dollars, ne plus avoir lieu. Quelque part, je pense qu'on est suffisamment imaginatif sur les sanctions. Tu parlais des mails interdits en Iran pour qu'on puisse être très radical et pas se cantonner aux échanges en euros ou en dollars. Donc ça veut dire qu'il nous met au pied du mur et qui prend un risque quand même avec cette histoire Poutine. C'est-à-dire que, là, les Européens, a priori, refusent de payer le gaz en roubles. Hier, le président de la Douma a dit, si vous voulez du gaz, il faudra des roubles. Voilà, on est sur un bras de fer qui est totalement anecdotique, évidemment, au regard du bombardement de Mariupol, mais il nous met au défi, c'est ça le... Oui, c'est toujours pareil, est-ce qu'ils iront jusqu'au bout ? Premièrement, on ne sait pas. S'ils vont jusqu'au bout, ils coupent le gaz, ils n'ont pas le choix. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en même temps, est-ce qu'ils peuvent vraiment se permettre de perdre, alors les chiffres varient, mais l'équivalent de 600-700 millions d'euros par jour ? C'est ça, oui, à peu près. C'est ça. Ça paraît difficile. Mais c'est comme la menace nucléaire, c'est toujours pareil. A priori, on souhaite qu'ils n'aillent pas au bout quand même. Et tout ça va rejoindre les sujets d'inflation, d'énergie dont on parlait tout à l'heure. Il y a des inquiétudes très vives aujourd'hui dans le monde industriel et politique et décideurs sur l'hiver prochain, sur notre capacité à assumer les besoins énergétiques à l'hiver prochain. En Allemagne, les inquiétudes, elles sont très vives sur... Aujourd'hui. Oui, voilà. Et la fixation du prix de l'énergie en Europe, ça c'est encore un sujet... Ça, à mon avis. On a fait une émission spéciale là-dessus. Oui, c'était un autre temps sur le prix de l'énergie, le prix de l'électricité, qui bat des records d'ailleurs, en France, qui a battu des records là, ces 2 derniers jours. Merci, chers amis. Merci Clément. Beaucoup. Merci, Erwan. Demain, donc, vous retrouvez Aurélie Planex. Et puis nous, on se retrouve lundi pour continuer nos débats. Bonne soirée à vous tous.